La première exposition qu'on vous présente est le parcours artistique à Petite-Rivière-Saint-François avec les photographies de Lucien Duhamel. D'abord, d'où vient l'idée de créer ce parcours-là artistique à Petite-Rivière-Saint-François? D'où est venue l'idée? Alors l'idée vient de M. Lucien Duhamel, qui est l'artiste qui présente l'exposition. Il est venu présenter son projet au sein du comité de l'ATEC, donc l'Association touristique, économique et culturelle de Petite-Rivière-Saint-François. Et nous avons tout de suite trouvé que l'idée était très intéressante et nous avons décidé de chapeauter le projet. Et c'est comme ça que tout a démarré. Et en quoi consiste ce parcours artistique-là? Peut-être, M. Duhamel, vous voulez nous répondre? Bien, le parcours consiste à faire la promotion de l'art local, régional et national. Et puis, c'est le but principal d'avoir présenté ce parcours-là. Ça ne s'arrêta pas seulement qu'à mes photographies, mais la première exposition, selon moi, est arrivée comme ça, là, en présentant le projet pour le portrait intime de la petite rivière Saint-François. Qu'est-ce qu'on retrouve sur les panneaux exactement? Alors, sur les panneaux, vous allez retrouver les gens d'ici, des gens qui sont de tous les jours, des gens qui pratiquent des métiers de tous les jours, et puis avec surtout qui représentent un peu leurs rêves et leur passion. Alors, dans les photos, vous allez voir toujours des commentaires qui vont situer la personne face à leur rêve ou à leur passion. OK. Puis donc, on voit sur les panneaux, il y a un paysage qui est associé à la personne. Est-ce que c'est ça? Oui, en fait, c'est associé au village comme tel. Ce que je voulais vraiment représenter dans mes œuvres, c'est des photos noires et blancs qui est associé à leur environnement. Donc, l'environnement qui est exceptionnel ici à Petite-Rivière, c'est reconnu et puis je voulais vraiment l'exploiter là, en photographie. Parlez-nous des gens qui sont sur vos photos. Est-ce que ça a été difficile de les choisir? Comment vous avez fait votre sélection finalement? Oui, c'est sûr que, en fait, ça a été assez facile d'un côté parce que j'ai commencé à rencontrer des gens que je connaissais principalement. Alors, et de suite, les gens m'ont référé à d'autres personnes. Et puis, j'ai fait le suivi de cette façon-là. Et puis, quand je photographiais une personne, je lui disais, bien, une des conditions, c'est que tu me réfères à quelqu'un pour que je puisse photographier. Et puis, en retour de ces informations-là, moi, chaque participant a toujours reçu une photo originale du concept. Alors, je venais leur remettre une photo 17-22, assez grand format quand même, et puis je leur donnais cette photo-là en remerciement. Fait que c'était mon approche avec les gens. Pourquoi avoir choisi le site du quai pour exposer finalement là, ce parcours artistique-là? Parce que cet endroit est connu de tous et c'est un endroit rassembleur. Les gens viennent au quai, les fins de semaine, ils viennent manger quelque chose au casse-croûte, ils viennent prendre une bière. Donc les gens de la place viennent régulièrement et les visiteurs de l'extérieur de plus en plus. Alors je trouvais que c'était l'endroit idéal pour faire connaître notre parcours artistique. Puis peut-être en conclusion, est-ce que ces œuvres-là vont rester ici jusqu'à l'hiver? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Oui, c'est prévu, l'emplacement est prévu que c'est 12 mois par année, accessible tout le temps. Et puis l'exposition ça a une durée de 2 ans. Et puis, ça donne juste assez de temps pour refaire un autre appel de dossier parce qu'on, vous savez, on ne voulait pas accabler la municipalité d'un projet ou que ça devient trop lourd dans l'administration. Alors, c'est dans cette façon-là qu'on a décidé que ça se renouvellerait aux 2 ans suite à des appels de dossier.
Et puis, le parcours se débute tout le temps en début de la rue du Quai. Et puis, vous avez le panneau d'interprétation qui vous dit, qui vous souhaite la bienvenue, naturellement, qui vous explique un peu c'est quoi le parcours. Et puis, en même temps, il y a une petite carte à côté. Et puis, sur la carte, ça indique exactement où sont les panneaux. Parce que le parcours n'est pas seulement que sur la rue du Quai, mais ça vous amène au chemin du Ruisseau et à la rue principale qui revient ici à rue du Quai. Le parcours muséal à Maison-Mère, qui comprend notamment la chapelle, s'enrichit d'une nouvelle exposition, De main en main, une histoire d'autosuffisance, présentée du 24 juin au 11 octobre. Alors Christina, il y a une nouvelle exposition au parcours muséal. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Une nouvelle exposition qui a débuté le 24 juin dernier, qui s'appelle De main en main. Cette exposition-là parle de l'histoire d'autosuffisance des petites franciscaines de Marie. Pour sa conception, j'ai essayé de prendre en considération toutes les questions des visiteurs que j'ai reçues l'an dernier, les questions les plus posées, qu'est-ce qui intéressait vraiment les gens de l'histoire des franciscaines de Marie, puis c'était souvent comment ils vivaient au quotidien dans Maison-Mère. Donc, dans l'exposition, on va retrouver plusieurs artefacts qui font exemple de petites tâches de la vie quotidienne, la place des vêtements dans la Maison-Mère. On se dit qu'il y avait peut-être un peu plus de 1000 personnes qui vivaient ici au quotidien. Ça fait des vêtements à laver, à réparer, à ajuster, à fabriquer de A à Z parce qu'on avait quand même une bonne atelier. Sinon, on parle aussi de l'agriculture, de la cuisine, de toutes ces belles tâches-là qui permettaient au bien commun, au bien de tout le monde pour essayer de subvenir autant aux déficients intellectuels qu'aux postulantes qui étaient aussi ici, qu'aux écoles. On a fait beaucoup de choses finalement. Puis ce parcours-là que les gens peuvent suivre et voir, comment il a été créé finalement dans l'espace? Si je prends le parcours muséal en entier, pour le moment, c'est 7 lieux immersifs qui sont distribués à l'intérieur de Maison-Mère. Donc, on propose un peu un circuit de visite qui revisite des lieux qui étaient habités par les sœurs. On a essayé de garder le plus d'authenticité possible dans nos lieux. La lingerie, par exemple, qui est une salle où on conservait les vêtements. Ici, c'est la Relique, qui était la salle d'expo temporaire. On a la chapelle du Sacré-Cœur qui est un incontournable, la sacristie qui est aménagée avec les armoires qui étaient là autrefois. On parle vraiment de qu'est-ce qui s'y faisait. Puis l'espace muséal plus conscient qui relate vraiment l'histoire complète de la congrégation. C'était le but d'avoir un peu... se déplacer dans le complexe Montuel, je pense que ça va aussi un peu dans la vie de Maison-Mère, là, de découvrir ces 6 gros bâtiments-là un peu, de faire le tour puis d'adresser plusieurs questions d'une vie de congrégation religieuse. Dans la nouvelle exposition, donc dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle, qu'est-ce qui était important pour toi de faire faire naître finalement peut-être aux gens, là, que les gens voient ça puis comprennent un peu ce que c'était la vie à Maison-Mère? C'est certain que cette exposition-là, moi, je me suis mis un peu dans la peau d'une petite franciscaine de Marie, donc j'ai vraiment tout fait. Là. J'ai juste sablé les bouts de bois que vous voyez, le mobilier. Okay. Tout a été remis à neuf par moi-même. Donc j'ai vraiment essayé d'être autosuffisante puis de faire de l'éco-conception, c'est-à-dire d'aller chercher des ressources qui sont disponibles directement à Maison-Mère puis de réfléchir au début. C'est pour ça que j'ai opté, vous allez voir dans les images, mais j'ai opté pour aller des tableaux verts pour l'information, du papier recyclé. J'ai juste recyclé ici dans le casier derrière moi. Là, les petits clous, c'est des clous qui étaient sur les tables, les planches à linge qu'on voit un peu plus loin dans l'exposition. Donc, tout a été un peu réfléchi. Les Transmarie recyclaient tout. Elle trouvait d'autres utilités, d'autres petites fonctions. Donc, je me suis un peu inspirée de cet exemple. J'ai un bon exemple derrière moi. Là. Ce casier servait à la cafétéria. Donc, on allait déposer nos ustensiles, nos petits couverts. À la fin de chaque repas, il y avait des numéros qui étaient placés ici. Donc, j'ai décidé un peu de faire découvrir plein de petits objets, des photos d'époque, aussi pour essayer de... L'exposition est très chargée pour montrer qu'il faisait beaucoup de choses. Juste dans ce petit meuble-là, on voit quelqu'un qui était resté, c'est pour les hosties.
Fait qu'il y avait une sœur qui était responsable de couper toutes les hosties. Puis on avait quand même considérablement, puis il s'occupait aussi de ça à Baie-Saint-Paul. Ça a l'air super simple, mais il faut faire le pain, il faut le couper, il faut l'envoyer aux bonnes places. C'était une petite administration. On avait la lingerie qui était... tout était numéroté, finalement. Pour chaque numéro appartenait à une sœur, donc on pouvait remettre les vêtements. C'est tout ce genre de petites organisations. C'est important pour moi de montrer l'ingéniosité derrière les systèmes d'organisation qui permettaient d'atteindre les taux suivants. Si on n'était pas bien organisé, on n'aurait pas pu, ici, dans la congrégation, avoir 2000 personnes dans le plus haut de population qui a vécu dans Maison-Mère. C'est quand même beaucoup de gens. Et je crois qu'il y a également le potager là, qui faisait vraiment partie prenante de la vie des religieuses. Est-ce que ça fait partie de l'exposition? Oui, vraiment, le projet du potager qui se développe derrière Maison-Mère. Dès que j'ai entendu parler de ce projet-là, j'ai vu tout de suite une belle opportunité de collaboration. Cette année, on a des visites guidées également qui sont offertes au public à 11h30 et à 14h. Une durée d'1 heure et la visite se conclut dans le potager. Donc, on adresse un peu la question d'agriculture à l'extérieur et en même temps, on parle de la future vie de ce projet, de l'implication sociale qu'il désire avoir dans la communauté de Baie-Saint-Paul. Puis, on a également quelques petites affichettes de recettes médicinales qui vont venir ponctuer le potager. Ça devrait également se développer un peu plus côté panneau d'interprétation dans les prochaines années. Au même rythme que la vie du jardin va évoluer, le potager, c'est un projet à long terme qui va prendre plusieurs phases. Donc, on espère un peu faire la même chose, là, les suivre durant leur projet et continuer de peaufiner également le côté d'interprétation du potager. Puis on a placé quelques petits guides ici de l'agriculture. Il y a des pelles, des petites choses qui font référence à la vie tellement prenante. Ici, on a la belle maquette de la ferme Saint-Ambroise qu'on a beaucoup vue dans notre imaginaire collectif charlevoisien. Donc, ça fait encore très part ici de l'histoire du Haut-Parcours muséal. Puis même, je pense que ça va prendre encore plus de place éventuellement. On se rend compte qu'il y avait vraiment une belle vie agricole, puis c'était une grosse entreprise. Et Christina, en parallèle, les gens vont pouvoir également voir des œuvres qui sont affichées à l'avant-cœur de la chapelle du Sacré-Cœur. Est-ce que c'est en lien avec tout ce qui se passe ailleurs dans Maison-Mère? Oui, tout à fait. Cette exposition-là a vu le jour grâce au Centre de production en art actuel, les ateliers. Le contexte d'avoir des artistes qui ont leurs ateliers directement dans Maison-Mère, qui le créent ici, qui a le programme de résidence également, qui amène des artistes de l'extérieur dans Maison-Mère à venir créer durant quelques temps. J'ai décidé avec Marilyn Busque-Dubois, la directrice des ateliers, de réfléchir à un concept d'exposition. Puis ça a été un appel à tous. Donc, j'ai eu 10 artistes qui ont répondu à l'appel. C'est quand même très impressionnant aussi. Côté diversité des pratiques, ça questionne un peu le territoire et le patrimoine. C'était l'objectif de l'exposition, de parler de la vie actuelle de Maison-Mère, qu'en ce moment, il y a encore des choses qui se passent. C'est un lieu vivant, actif, que les artistes sont directement dans Maison-Mère, puis qu'il y a toujours eu des ateliers d'artistes dans Maison-Mère. Les sœurs avaient également toujours un espace de création. C'était implicite et essentiel au fonctionnement de Maison-Mère. Donc, ça allait de soi d'avoir une place qui leur est consacrée dans le parcours muséal. Le musée de Charlevoix présente Corpus, Tradition et Contemporanéité du 23 juin au 14 novembre et nous avons rencontré Nadine Deschênes, responsable de la collection, sur le sujet. Nadine, peut-être commencer par nous parler de l'historique, d'où est parti un peu le concept et l'idée de l'exposition Corpus? Oui, l'exposition Corpus est née, en fait, l'idée de cette exposition-là est née il y a... Avant la pandémie, c'est Mme Dominique Villemer qui avait invité le musée de Charlevoix ainsi que Mme André Matt, la commissaire de l'exposition, à créer une exposition qui relierait la tradition et la contemporanéité.
Donc, de mettre en présence la collection de l'Auto-Québec et la collection du Musée de Charlevoix. À l'époque, il y avait aussi la collection du Cirque du Soleil. Donc, c'est un dialogue à 3 voix. Avec tout ce qui s'est passé par la suite avec la pandémie, le Cirque du Soleil n'a pas pu participer. Donc, aussi, bon, le projet a été arrêté pendant un bout de temps à cause de la pandémie. Là. Tout le monde a vécu ça. Et en début d'année, on a remis le projet sur les rails en disant oui, on va le faire, même si le cirque n'est pas là. Ça a demandé tout un revirement au niveau de la conceptualisation de l'exposition. Madame André-Matt a dû repenser tout. Le travail a été repris pratiquement de zéro. OK. Comment ça? Pourquoi ça a dû être revu finalement? Ça a dû être revu parce que la collection du Cirque du Soleil n'était plus présente dans l'exposition. OK. Donc, ça a changé un petit peu l'implication de chacun. Donc, notre collection à nous du Musée de Charlevoix est devenue un peu plus présente dans l'exposition. Ça a demandé aussi tout un travail, si on veut, à distance, donc de se parler, de ne pas voir les œuvres pour vrai. Même pour Madame Matt, en fait, les œuvres, elle les a vues en vrai pour la première fois ici dans la salle une semaine avant de lancer l'exposition. OK, donc, on a relevé des petits défis là, à ce niveau-là. La même chose pour le choix des œuvres, des artefacts du musée qu'on voulait présenter. On a une très grosse collection, donc moi, je lui sortais des morceaux, je lui montrais ça par Zoom. Ouais. Donc, c'était quand même un petit défi là, de logistique pour nous de faire tout ça. Au final, ça donne l'exposition Corpus, puis on en est fiers quand même, on est content de cette exposition-là, malgré tout, malgré les difficultés qu'on a eues. Peut-être nous parler des thématiques, parce que c'est dans une salle que l'exposition se passe, mais c'est divisé en thématiques. Oui, on a 9 thématiques, on a 9 matières, si on veut. Donc, on commence l'exposition avec le perlage, on poursuit avec le métal, le bois, le verre, le tissage, la broderie. La broderie, la dentelle, la courte pointe, on termine avec la terre. Okay. Donc, c'est 9 zones, 9 thématiques qui entrent en dialogue là, les unes avec les autres. Puis, est-ce que c'est venu vraiment facilement de choisir ces thématiques-là? Ou est-ce que ça s'est imposé de soi, finalement, à cause des artefacts et des œuvres? À cause des œuvres, je pense, puis pour trouver aussi des choses qui pouvaient relier la tradition avec le contemporain. Donc, on est allé chercher à peu près les thèmes qu'on pouvait retrouver là, autrefois. Ouais, des thèmes faciles à explorer. Ouais. C'est sûr, là, quand on parle justement de mettre la contemporanéité avec la tradition, les artistes ne se sont probablement pas dit « Ah tiens, aujourd'hui, je vais faire une œuvre que je vais m'inspirer de la courte pointe traditionnelle, ni du tissage, probablement pas. C'est nous qui mettons ces œuvres-là en rapport les unes avec les autres. C'est notre regard, notre perception. Exactement. Et dans cette exposition-là, on compte combien d'artistes, d'œuvres d'artistes finalement, qui ont participé? Là, je n'ai pas le compte des artistes en totalité en tête, mais on a au moins plus d'une centaine d'œuvres et d'artefacts confondus là, dans la salle. Ouais. C'est quand même énorme. Quand même pas mal, quand même pas mal. Le fait de faire des regroupements nous a aidé beaucoup là-dedans. Fait que oui, il y a beaucoup d'artistes présents ici. Ça vaut la peine de se déplacer pour venir les explorer, les rencontrer. En terminant, peut-être, qu'est-ce qui est, comment vous présentez les œuvres? Est-ce que les gens qui vont venir cet été vont se poser des questions? À quoi vous vous attendez un peu de la réaction du public? On espère susciter le dialogue, effectivement. On espère que les gens vont pouvoir faire des références entre les œuvres du Musée de Charlevoix et celles de l'Auto-Québec. On n'a pas toutes les réponses, c'est un peu ça dans l'art contemporain.
D'ailleurs, nous, ça nous sort un peu de notre zone de confort. Oui. L'art contemporain, c'est pas notre mission première. Nous, c'est vraiment plus l'histoire, l'ethnologie et l'art populaire. Mais ce dialogue-là est très, très intéressant parce qu'on se rend compte finalement du travail que nos ancêtres faisaient qui est encore actuel, qui peut encore parler là, avec le miroir de l'art contemporain. Donc, il ne faut pas que les gens aient peur de venir faire leur petite trouvaille, leur petite découverte, puis trouver des belles choses. Et en terminant, la Papeterie Saint-Gilles offre l'exposition « Elle porte le monde » de l'aquarelliste Michel Pelletier jusqu'au 25 juillet. Inspiré par le regard des femmes d'ici et d'ailleurs, l'aquarelliste Michel Pelletier crée des portraits uniques en utilisant la technique à la prima. La directrice Julie Paradis est fière d'exposer l'œuvre éclatée et touchante de l'artiste. Donc, comme toutes les expositions qu'on présente à la papeterie, elles sont réalisées sur du papier Saint-Gilles. Dans le cas de Michel, ce sont des œuvres d'aquarelle et collage. Pourquoi elle porte le monde? Michel a voulu rendre hommage aux femmes pendant la pandémie qui ont un peu porté leur famille, porté leur conjoint et de façon générale, ces femmes résilientes ça dans nos sociétés qui sont présentes, piliers de famille. Donc, c'est vraiment une exposition qui est dédiée de façon colorée et merveilleuse à ces femmes-là, de toutes les couleurs, de toutes les allégeances. Donc, on a trouvé que c'était un thème qui était vraiment intéressant. Le papier Saint-Gilles utilisé pour l'exposition est de type vieux parchemin pour permettre à la lumière naturelle du papier de jaillir. L'artiste s'inspire beaucoup de photos de vieux magazines et de revues pour conceptualiser ses créations. Après avoir fait une sélection, elle peut faire du collage, dépendamment de l'œuvre. Ensuite, elle trace à la mine les principaux traits qu'elle laisse visibles tout au long du processus, permettant de montrer toutes les étapes. Elle porte le monde est la deuxième exposition d'une série de 4 pour la saison 2021 à la papeterie. Donc, les couleurs des différentes expositions, c'est vraiment d'aller oui, le papier Saint-Gilles, mais avec différentes techniques. Si on pense à Pierre Bouchard, ça va être complètement différent du travail de Michel. François, qui a ouvert la saison aussi, on était dans des gravures. Donc, on essaie d'explorer le langage sur papier, mais de différentes façons. Michel Pelletier suit son côté intuitif dans le choix de ses couleurs. C'est l'aspect le plus important lorsqu'elle commence à peindre. La papeterie invite le public à visiter leurs installations en se laissant émerveiller par les œuvres d'ici. Ça fait partie un peu de notre mission de dire, oui, on a des œuvres, des produits qu'on vend, les papiers, mais de montrer la diversité aussi de travail qu'on peut réaliser avec le papier Saint-Gilles, des artistes, surtout de la région, un petit peu. Michel vit à Québec, mais c'est ça, de présenter d'autres façons, d'autres couleurs, d'autres arts possibles.